Vous êtes à Cotonou sur Océan FM. Prendre l'avance. Écoute Océan Radio. Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce déjà les premiers couacs dans le processus de correction de la LEPI? Tout porte à le croire. Le groupe parlementaire Union fait la Nation proteste contre la composition du groupe de travail mis sur pied à l'Assemblée nationale qui doit baliser le terrain pour le cadre législatif de cette correction. Est-on parti pour un instrument électoral acceptable de tous? Nous en parlerons avec notre invité, le député UN Eric Hundete. Avec lui, nous évoquerons aussi les rapports désormais de l'Union fait la Nation avec le PRD, le Parti du Renouveau démocratique, les prochaines communales, le cas du député toujours en prison, Désiré Vodonou. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Bonjour, bienvenue enfin à vous, honorable Eric Hundete, sur l'émission Casse-Table. Bonjour. Salut les auditeurs. Le groupe de travail qui doit baliser le terrain pour le cadre législatif de la correction de la LEPI est à peine mis sur pied déjà que les protestations proviennent de vous, de votre groupe parlementaire notamment. Est-ce un mauvais départ déjà? Un mauvais départ, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais nous avons une obligation de veille. Et cette obligation de veille fait que nous attirons l'attention sur ce qui commence par ne pas aller. Chacun de nous sait que pendant longtemps, nous avons voulu qu'ensemble nous constations que la LEPI qui nous est donnée là, enfin, la LEPI que personne ne voit, la liste dont personne ne peut dire voici la liste, et donc qui a servi à fabriquer les chaos, etc., que cette liste-là, que on la mette sur place, qu'on mette ça à terre, et que nous puissions dire, voici ce qui ne va pas. Nous avons fini par lancer un appel. Dieu merci, cet appel a été entendu. L'ensemble des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale se sont retrouvées. Et non sans peine, nous avons fini par dégager comme consensus, comme constat général, que cette liste n'est pas bonne et qu'il faut corriger. Pour corriger cette liste, le rapport de l'OIF, les différents constats ont montré que l'un des éléments fondamentaux, essentiels, pour faire d'une liste électorale une liste fiable, crédible, acceptée de tous, c'est la participation de tous, c'est la confiance des acteurs. Et nous avons voulu qu'au moment où on voulait mettre en place à l'Assemblée nationale un groupe de travail pour, disons, faire le point des imperfections de cette liste et proposer les solutions correctives, nous avons dit il faut établir la confiance dès ici. Et donc, pour établir la confiance dès ici, dès maintenant, il faut que les forces politiques de l'opposition et les forces politiques de la majorité soient représentées paritairement dans ce groupe de travail. C'est ça qui donne confiance. La liste dont nous parlons, ce n'est pas une liste des Béninois. Ce n'est pas une liste de l'opposition, c'est une liste de la majorité. Donc c'est une liste d'un petit groupe qu'on appelle majorité. Je mets bien mon qualificatif, parce que si c'est une majorité obtenue par la fraude, il s'agit bien d'une minorité qui s'est transformée en majorité. Mais ces querelles-là ne sont pas les querelles du jour. C'est fait, ils ont confisqué le pouvoir, rien à y faire, travaillons à ce que demain s'améliore. Et nous avons donc dit, donnez confiance aux gens. Si vous voulez vraiment qu'on corrige, allons à la parité. On a évoqué le principe que, à l'Assemblée nationale, c'est les groupes parlementaires qui sont représentés. Même si c'était les groupes parlementaires qui sont représentés, et je dis, que viennent chercher les commissions techniques? C'est une violation du principe. Que vient chercher un membre du bureau? Or, nous savons très bien que, en faisant intervenir le bureau, on vient aggraver le déséquilibre
entre la majorité et l'opposition. Parce que c'est un bureau monocolore. Donc, vous voyez, ça c'est un premier élément qui met en péril la confiance qui doit régner entre les acteurs. Mais nous avons avalé ça, puisque c'est nous-mêmes qui avons demandé que on fasse des efforts pour améliorer. C'est une demande populaire que nous avons portée à l'Assemblée nationale. Nous avons fait ces efforts. Et maintenant, lorsqu'il s'est agi de désigner les représentants de la commission des lois, la même majorité qui a manœuvré de la même façon au niveau de la CPS-LEPI, c'est-à-dire que pour faire la CPS-LEPI à l'époque, la majorité a opéré par démantèlement de l'opposition en allant choisir quelqu'un de l'opposition qu'ils ont mis à leur solde. Et chaque fois, c'est comme ça que ça a fonctionné. Cette fois-ci encore, si on veut bien faire les choses, on laisse les gens de l'opposition s'organiser. Je ne suis pas convaincu, enfin, j'en sais rien, je ne suis pas sûr que le PRD ait demandé qu'on opère comme ça. Il s'agit de laisser l'opposition. Quel est le mode opératoire qui a abouti à la désignation du député Charlemagne Ronfort, puisque c'est de lui qu'il s'agit pour la commission des lois? Moi, je n'ai pas encore vu un acte qui désigne le député Ronfort. C'est vous, c'est la presse qui a annoncé que on a choisi. Je n'ai pas reçu un acte signé du président de l'Assemblée nationale. Mais j'apprends que le bureau de la commission a désigné le membre de l'opposition. Le bureau de la commission est un bureau de la mouvance. Vous avez déjà protesté à travers votre président. S'il vous plaît, nous avons dit dans notre protestation que nous apprenons que, si vous avez bien lu la lettre du président, vous verrez que c'est ce qui est écrit. Il n'a pas pu fonder sa protestation sur un acte du président. Et nous nous basons tous sur les mêmes éléments. Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, et dans sa lettre, il n'a pas cité le Charlemagne Ronfort. Il a expliqué que il paraîtrait que, etc., etc. Donc, je pense que ce qui est important pour nous, c'est de relever que il faut lire déjà à travers cette manœuvre deux choses fondamentales. La première chose fondamentale, c'est une manœuvre de division de l'opposition. Et la deuxième chose, c'est une manœuvre de récupération et d'instrumentalisation de l'opposition. Et ça, nous devons tous nous élever contre ça. Si nous voulons une LEPI, une liste électorale fiable, une vraie liste électorale, il faut accepter que tout le monde vienne porter les contradictions, porter les faiblesses. Mais il ne s'agit pas de réduire l'opposition dans un mouchoir de poche, non. Alors, il faut Éric Nete, est-ce que la vraie bataille, comme vous le disiez tantôt, vous ne l'avez pas déjà perdue, puisque même si tout vous était concédé, vous, opposition, je veux dire, vous n'aurez que 3 membres, 3 représentants dans ce groupe de travail. Mais écoutez, qu'est-ce que nous pouvions faire? On n'allait pas les boxer quand même. C'est ça ce qui se passe dans le pays. Donc, moi, je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste. D'abord, je ne vois aucune volonté gouvernementale d'accompagner le mouvement. Aucune volonté gouvernementale. Normalement, si le gouvernement et la mouvance présidentielle étaient disposés à travailler, à améliorer la liste, on devrait avoir des signes depuis longtemps. Aucun signe. Aucun signe. Et vous voyez le temps qui file, le temps qui court. On va nous conduire exactement comme on nous a conduit pour fabriquer la liste que personne ne trouve nulle part. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous ne vous sentez pas en confiance par rapport à vos alliés de l'opposition, je veux dire, puisque vous avez tout de même dit opposition. Vous ne vous reconnaissez plus entièrement en le PRD comme parti prenant de l'opposition? Moi, j'ai jamais dit ça. Chaque groupe politique s'autodétermine. À ce que je sache, le PRD s'est annoncé dans l'opposition et j'attends que le PRD ait les attitudes et les comportements qui correspondent à son positionnement politique. N'est-ce pas là déjà les premiers couacs après le congrès de l'Union fait la Nation qui a dévoilé, disons, une scission entre le PRD et l'Union fait la Nation?
attendons que des actes concrets soient posés. Enfin, j'ai pu observer que c'est vrai, le PRD ne marche pas les mains dans les mains avec l'Union fait la nation, mais j'ai pu observer que sur des questions précises à l'Assemblée nationale, bon, on n'a pas observé une divergence. Et donc, j'accorde la bonne foi au PRD pour l'instant. Est-ce que la démarcation est désormais claire où le PRD est toujours de l'Union fait la nation? C'est une question à poser au PRD. Honorable Eric Nété, dites, est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps qui court, les élections communales qui s'annoncent à grands pas et les tergiversations à l'Assemblée nationale, toutes ces questions à régler, on n'est pas carrément parti pour être en retard encore une fois? Est-ce qu'on n'a jamais fait quelque chose à bonne date dans ce pays? Eh bien, je pense qu'il y a une volonté d'embrouiller le système politique et l'arène politique. S'il n'y avait pas cette volonté d'embrouiller, expliquez-moi pourquoi, depuis plus d'un an que nous avons fini de fabriquer le chaos, on ne s'est pas mis au travail sachant très bien qu'on n'a pas de liste électorale. La responsabilité incombe à qui? Sachant très bien qu'on n'a pas de liste. Même la Cour constitutionnelle a constaté qu'on n'a pas de liste électorale. C'est elle-même qui a relevé le nombre d'inscrits. Elle n'a pas pu dire la liste électorale a consacré tel nombre d'inscrits. La décision de la Cour a dit j'ai relevé tel nombre d'inscrits. C'est la Cour qui fabrique la liste électorale. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, à partir de ce moment-là, que depuis un an que tout cela a été fabriqué, a été fait, que l'on n'ait pas trouvé une volonté d'améliorer les choses. Que l'on sache très bien que la liste n'existe pas, ou que ce qu'on a appelé liste est une mauvaise chose, ce n'est pas une liste électorale. Vous y avez des gens qui ont 1000 ans. Vous avez des familles de 80 enfants. Papa, maman avec 80 enfants. J'ai dit plus tôt, il y a quelques mois, que même les lapins n'en font pas autant. Vous avez un système comme celui-là. Courageusement et humblement, on se remet à table pour reprendre le travail. Qui a traîné les pas à qui imputer le retard? Qui a la responsabilité de la gouvernance du pays? Qui a la responsabilité de la gouvernance du pays? Aujourd'hui, c'est ceux qui ont la responsabilité de la gouvernance du pays, aussi bien à l'Assemblée nationale, au gouvernement, notamment à la Cour constitutionnelle. C'est à eux qu'il faut poser cette question. C'est eux qui ont cette responsabilité. C'est eux qui refusent que les choses aillent vite. C'est eux qui refusent que les choses se fassent bien. C'est eux, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Et vous verrez, ils vont nous tourner en rond et finir par nous dire, bon, on ouvre tous ceux qui ne s'étaient pas inscrits, qui viennent s'inscrire. Ce n'est pas ça la problématique de la correction de la liste électorale. La problématique de la correction de la liste électorale, c'est d'abord d'aller regarder dans la boîte qu'est-ce qu'on y a mis. Qu'est-ce qu'on y a mis? Et ce qu'on y a mis, est-ce que c'est conforme? Le rapport qu'eux-mêmes ils ont commandité de l'OIF, qui a été, excusez-moi, mal rédigé, parce qu'on ne peut pas relever tant d'imperfections et dire que l'affaire est bonne. On ne peut pas avoir été incapable de toucher de voir la liste et dire que la liste existe. Mais ce rapport a tout de même relevé des dizaines et des dizaines d'imperfections. À partir de ce moment-là, humilité, patriotisme, probité intellectuelle commandent que on s'asseye et qu'on recommence. Et qu'on le recommence vite. Dites-moi, honnêtement, j'ai dit tantôt qu'il ne s'agit pas seulement d'ouvrir, parce que quand on va ouvrir la boîte telle qu'elle est là, les mêmes qui s'étaient inscrits hier, ils vont les réinscrire. Donc, ils vont aggraver le mal. C'est ça ce qu'ils veulent faire. Que faut-il faire alors? Mais ce qu'il faut faire, il faut aller ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a dedans. D'abord, voir les procédés. Les procédés. Tout recommencer alors? Mais il s'agit de faire bien. Moi, je ne sais pas s'il faut tout recommencer. C'est quand on aura fait l'évaluation qu'on saura ce qu'il faut corriger. On ne peut pas dire on veut corriger sans savoir ce qu'il y a, sans avoir évalué. C'est ça. Et que faire de l'éminence des élections communales alors, dans ce cas? C'est ça. C'est pour ça qu'il faut vite faire l'évaluation. Quand on a fait l'évaluation, on dit bon, ce que nous avons trouvé là, ce qui est en place là, est-ce que cela est corrigible avant le terme des élections?
Si c'est corrigible avant le terme des élections, on corrige. Si ce n'est pas corrigé avant le terme des élections, on dit qu'est-ce qu'on fait pour avoir de bonnes élections. C'est ça un homme responsable. Mais un homme responsable ne met pas la charrue avant les bœufs, comme c'est la caractéristique fondamentale du gouvernement que nous avons au Bénin. Et qu'est-ce qui sera le travail essentiel de ce groupe qui est mis en place? Le groupe de travail, justement, a pour objectif, a pour mission essentielle de relever les imperfections. De faire le point des imperfections qui sont soulevées ça et là. De constater ces imperfections. Et de proposer un cadre législatif qui favorise la correction de ces imperfections. Donc, ce groupe de travail doit rapidement faire son évaluation, etc. Et dire, bon, voici les faiblesses que nous avons sur la LEPI. Pour corriger ces faiblesses-là, nous avons besoin de mettre en place une loi, un cadre législatif qui permette de faire telle correction. Si telle correction a besoin de prendre telle disposition, on prend la disposition. Et c'est ça le rôle de ce groupe de travail. Et si on n'a rien à cacher, et si on n'a rien à dissimuler, il n'y avait aucun mal à accepter que l'on mette en place un groupe paritaire, et il n'y a aucun besoin de mettre en place un groupe de travail dont le déséquilibre entre la majorité et l'opposition soit aggravé. Au contraire, on aurait fait en sorte que ceux qui soulèvent des imperfections soient plus nombreux pour qu'on ait un champ plus ouvert de ces imperfections afin de les corriger. C'est une question, ce n'est pas une question de parti. C'est une question patriotique, c'est une question du pays, c'est pour le bien du pays. Et est-ce pour cela, tout est déjà mal parti, on est parti pour ne pas bien corriger la LEPI encore une fois? Je suis pessimiste, je vous dis que je suis pessimiste. Moi, quand je vois les actes qui sont posés, je ne veux pas être un idiot, je ne veux pas être un naïf. Je lis dans l'attitude de nos frères, de nos collègues, qu'ils ont envie de dissimuler les faiblesses de la LEPI. Ils n'ont pas envie de corriger. D'ailleurs, pour la plupart, ils disent on va ouvrir, les gens vont s'inscrire. Non, ce n'est pas une question de on va ouvrir, les gens vont s'inscrire. C'est pas ça. Ça ne suffit pas. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être inscrits. Vous avez pu voir des enfants de 8 ans voter. Est-ce que cela est normal? Vous avez pu voir que des gens détiennent 6, 8, 24 d'électeurs. Est-ce que cela est normal? C'est la question, c'est simple. Il faut trouver la formule pour sortir également ceux-là. Et je crois que normalement, l'Assemblée nationale dispose de ressources pour le faire. La société civile dispose de ressources pour le faire. Le gouvernement dispose de ressources, je parle de ressources humaines, intellectuelles, pour le faire. Il faut mettre tous ces gens en contribution. Je ne sens pas le gouvernement s'impliquer. Cela m'attriste. L'autre grande question, c'est le facteur temps avec l'imminence, je dis encore une fois, des élections communales et municipales. Comment on gère ça? Est-ce que on pourra corriger la LEPI en profondeur ou obtenir une LEPI fiable, acceptable de tous et en même temps tenir dans le délai pour les communales? Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Et dans ce cas, je ne sais pas répondre à cette question. Quand on faisait la LEPI, j'avais déjà dit qu'on ne peut pas avoir une liste électorale fiable pour faire des élections. Correct. Sauf si on a envie de tricher, on va amener quelque chose. Et c'est ça que nous avons eu. C'est ça que nous avons eu. Maintenant, j'ai dit, et je vous ai répondu tout à l'heure, qu'il faut évaluer les faiblesses. Lorsque ces faiblesses sont identifiées, clairement, et acceptées de tous, voici donc les faiblesses que nous avons identifiées. C'est en ce moment qu'on saura de quel temps on a besoin pour corriger. Moi, je ne suis pas un devin. Je sais ce que je sais. Et je considère que mon point de vue n'est pas le point de vue qui s'impose à tous. Peut-être que je me trompe sur certains aspects. Quand nous allons confronter les choses, on verra qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Eh bien, honorable Eric Ndité, nous allons rester à l'Assemblée nationale, évoquer cette première, disons, le jeudi dernier, notamment avec cette question orale au gouvernement qui n'aura pas malheureusement été jusqu'au bout à cause de cette question préjudicielle du député Barthélémy Kassa. Vous savez, il faut s'attrister et prier pour le pays. Pourquoi? Parce que quand nous avons des lois, les lois doivent être respectées. Et quand, sans être très sévère, quand vous mettez vos enfants
à l'école, veiller à ce qu'ils aient la science, mais qu'ils aient aussi la conscience. Je n'exagère pas en disant cela. La loi a clairement dit que le discours sur l'état de la nation du chef de l'État ne fait pas objet de débat. Mais la même loi, la même disposition légale, l'article 72 le même article 72 indique que toutefois, je dis bien toutefois, ce message peut inspirer les débats de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, chaque fois que le chef de l'État vient faire un discours sur l'état de la nation, pendant qu'il fait son discours, juste après qu'il ait fini, on tend le micro aux Béninois, d'abord les députés qui ont été témoins, les citoyens, et on apprécie le discours. De quoi parle-t-on? Maintenant, un député prend une question importante. Il dit, à l'occasion du discours sur l'état de la nation du chef de l'État, il a dit qu'un certain nombre de projets vont être réalisés en BOT. BOT, Build Operating and Transfer. Ça signifie quoi? Que des investisseurs viennent, ils mettent l'argent, ils investissent dans des projets où le gouvernement n'est pas complètement apte à le faire, et ils exploitent, et puis après, ils transfèrent cela au pouvoir public. Mais pour faire ça, pour qu'on donne cela, on a besoin de lois, etc. Et le collègue pose la question de savoir, me fondant sur l'annonce que le chef de l'État a faite pour dire on va faire des projets comme ça là, quelles sont les bases légales sur lesquelles ces projets vont s'appuyer, et un certain nombre de questions. Mes collègues disent non, que comme le chef de l'État a fait discours sur l'état de la nation, personne ne doit venir faire un débat sur ça. Quand même. Le gouvernement lui-même dit, je veux faire reddition de comptes. La reddition de comptes, c'est à travers, entre autres, le contrôle parlementaire que le gouvernement doit faire la reddition de comptes. On veut faire le contrôle parlementaire et les collègues s'opposent à cela. Ça n'a pas de nom, on appelle ça abus de pouvoir, violation de l'article 35 de la Constitution, violation de la Constitution en elle-même de façon globale, et de l'article 72 lui-même. Je dis qu'il faut prier pour le pays, parce que si ces personnes-là confisquent le pouvoir tel qu'elles le font, il y a que bientôt, on va vous dire, bon, comme le chef de l'État a dit que le pays va bien, plus personne ne doit parler dessus. Parce que dans son discours sur l'État-nation, justement, il n'a pas manqué de dire que ça va bien dans le pays. Et donc, personne ne doit discuter, le pays va bien. Même ceux qui meurent de faim doivent dire, le pays va bien. Il n'y a pas de débat autour. C'est ça, la question. Les travaux par BOT, ça s'observe déjà depuis un certain temps dans le pays. Est-ce que vous avez déjà eu à faire des remarques, des dysfonctionnements à ce niveau? Sans doute, la question n'est pas venue comme ça. Mais ça fonctionne comme dans une sorte de nébuleuse. Et c'est ça qui facilite, entre autres, le fait que on laisse quelqu'un investir, vérification des importations, par exemple. La personne finit d'investir, commence par exploiter, on dit que ce qu'il fait, c'est parfait, c'est très très bien, et le lendemain, on ne sait pas ce que la personne a fait, et on commence à la persécuter. On ne peut pas fonctionner dans la nébuleuse. On ne peut pas fonctionner dans la nébuleuse. Vous avez pu lire des communiqués affreux du gouvernement sur la situation du PVI et plus tard sur la situation du coton. Vous vous demandez, mais on est dans quel pays? Vous avez le sentiment que les gens dorment, quand ils rêvent, ils se réveillent, ils disent, bon, celui-là, il faut que je lui mette un coup de marteau sur la tête. C'est pas normal, ça. Toujours à l'Assemblée nationale, ce jeudi, vous avez eu enfin à faire cette déclaration pour la situation des sinistrés de la berge de la Guinée de Cotonou. Est-ce que c'est pas tardif, carrément? Comment ça? Il vaut mieux tard que jamais. Nous avions espéré que notre gouvernement comportait des humains, des gens qui sont sensibles à la souffrance humaine et qui vont pouvoir faire quelque chose. Moi, j'ai déjà vu la ministre de la Famille secourir des gens dans un certain nombre de localités
parfois des drames qui ont frappé 2, 3, 4 personnes. Je l'ai vu se déplacer pour ça. Mais ici, ça y est, des milliers de gens. Il n'y a aucun signe du gouvernement. C'est une sauvagerie, qualifiant les choses comme telles, qui s'est produite à Placondi. Ça ne se passe nulle part. Personne ne peut accepter ça. Que des citoyens, en pleine saison des pluies, à l'approche des examens, vous prenez des bulldozers, vous détruisez d'abord leur lieu de culte, vous détruisez les maisons sans ménagement et sur des bases fausses. Parce que notre Constitution a clairement prescrit que quelqu'un peut être dépossédé de son bien. Mais ceci contre juste et préalable dédommagement. Le gouvernement est incapable de dire à quelle occasion, par quel moyen de paiement, il a dédommagé les gens de Placondi. Sur quelle terre on a relogé les gens de Placondi. À quel moment on a fait cette opération-là? Le gouvernement est incapable de le faire. C'est les combines, les copineries qui ont conduit, et la boulimie des gens du gouvernement qui conduit à ce genre de... sans respect pour la personne humaine. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, tout le monde. Ils ont massacré les gens. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est intolérable, c'est inacceptable. Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons... Je ne suis pas xénophobe. Loin de moi. Mais nous avons des non-compatriotes. Ou pour dire des étrangers. Qui étaient logés quelque part. Qui faisaient leur commerce. On a estimé qu'ils ne peuvent pas rester là. Mais on les a relogés quelque part. On les a relogés à Semepodi. J'ai pu observer ça. On a fait le marché de Parakou. On a dédommagé ceux qui étaient là-bas. On a voulu faire l'aéroport de Toulou. Bon, c'est vrai que c'était sur un coup de tête et ça laisse traîner le projet. Mais il y a un processus de dédommagement qui est mis en route. Ici, on fait quoi? Les vendeurs de moutons qui étaient à Zongo, on les a envoyés dans la commune de Semepodi. On les a relogés pour leur permettre de faire leurs activités. Mais ceux de Placondi là, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est eux qui ont construit le port. Ce sont eux qui ont construit le port. Depuis le WAF. C'est eux qui sont rentrés dans les ventes des requins. C'est eux qui ont été noyés. Ce sont ces gens-là. Il y a un minimum de respect et de reconnaissance pour ceux-là qui ont été les précurseurs de ce qu'on se plaît à appeler aujourd'hui le poumon de notre économie, qui est le port. Ils ne méritent pas ce traitement-là. Au-delà de cette cause, est-ce que les sinistrés de Placondi et autres n'ont pas besoin, bien au-delà d'une déclaration à la tribune de l'Assemblée nationale? Mais évidemment, c'est un cri de cœur que nous avons lancé et nous espérons que nos collègues parlementaires vont se joindre à nous. Est-ce que vous avez fait d'autres démarches agir et réagir? Au-delà de cela, vous, Union fait la nation, je veux dire. Oui, nous avons une question au gouvernement qui est dans le topo. Nous planifions d'autres actions dans ce sens et donc on ne peut pas laisser la situation pourrir. Pas de paix encore. Vous savez qu'on est allé leur remettre de l'argent, ils ont refusé. Ah bon? Oui, parce que l'homme ne vit pas que de pain. L'Union fait la nation. Je ne sais pas, Union fait la nation. Union fait la nation ne fait pas des choses comme ça. On ne peut pas finir de frapper quelqu'un et puis après lui donner le sentiment que vous le sauvez. Eh bien, nous parlions tantôt de l'EPI, cet instrument qui va être utilisé pour les élections communales et municipales. Parlons de ces élections. Comment vous l'appréhendez, vous, à l'Union fait la nation? Comment vous la préparez? Vous voulez que je révèle nos stratégies? Allez-y, on ne voudrait pas ça non plus. Non, nous ne sommes pas à cette étape-là. Ces élections ne peuvent pas réussir si nous n'avons pas une liste électorale fiable. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord par la queue. La question fondamentale aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout de régler la question de la liste électorale. Cette liste électorale, on ne cessera jamais assez d'en parler, on n'en parlera jamais assez, parce que simplement il s'agit pour les élections communales des élections de proximité. Toute la pagaille qu'on a observée au cours des élections présidentielles et des élections législatives, cette pagaille ne peut pas se poursuivre et nous permettre d'avoir des élections fiables. Souvenez-vous des élections d'il y a 5 ans. Il n'y avait pas liste électorale
informatisé, enfin, il n'y avait pas l'EPI là. Mais ces élections ont été difficiles parce que le pouvoir, dans sa volonté de contrôler toutes les communes, a organisé une véritable pagaille dans le pays. Au jour où je vous parle, à l'heure où je vous parle, il y a des contestations qui n'ont pas fini d'être tranchées. Souvenez-vous que ce pouvoir a organisé, je dis bien a organisé, des manifestations violentes dans Sémépodi ici, dans Avrankou, contre le PRD, dans un certain nombre de localités, pour empêcher que les conseils communaux soient installés. Si à toute cette pratique de ce pouvoir viennent s'ajouter les contestations micro au niveau des villages, des gens qui doivent voter dans un village, ils n'ont pas leur nom dans ce village. Vous avez pu observer au cours des élections communales, moi j'ai observé, en tout cas dans ma commune, que dans des villages où ils savent qu'ils n'ont pas l'affaire, les gens de ce village n'ont pas leur nom sur la liste. Ils ne sont pas inscrits. Les gens qui sont allés, on a pris leurs empreintes, tout et tout, ils n'ont jamais retrouvé leur nom dans des registres. Jamais retrouvé leur nom dans des registres. Un village entier, un village de 700 et quelques inscrits habituellement, il n'y avait que 66 qu'on a trouvé. Donc, quand ça va se passer comme ça, que Dieu nous épargne. Moi, je ne sais pas comment ça va fonctionner dans les villages. Bon, peut-être que, comme ils ont les baïonnettes et les chars à déployer partout, peut-être qu'ils vont faire la même chose. Peut-être qu'ils vont faire la même chose. Maintenant, mais je crains. Je crains parce que vous savez autant que moi la situation que nous avons dans le pays. La situation d'insécurité organisée par le gouvernement. Vous savez autant que moi que les douaniers se font battre, que des policiers se font tabasser, que des policiers vont tabasser les étudiantes. Et après avoir tabassé les étudiantes, on les tabasse, ils se plaignent. Vous savez autant que moi que les chars déambulent dans la ville impunément, sans raison. Sans raison. On n'est pas en situation de guerre. On veut faire quoi avec un char dans la ville de Cotonou? Expliquez-moi. Il n'y a aucune insurrection, il n'y a rien du tout. D'abord, le char là, c'est du carburant que ça prend. Le carburant là, c'est quelqu'un qui le paye. Ce sont nos impôts qui payent ça. Le militaire qui est dans le char et qui se promène la nuit, il doit avoir ses indemnités. Ça doit se payer. Comment on gouverne un pays comme ça? Donc, en plus de gaspiller les ressources, on nous soumet à une insécurité. Et imaginez en période électorale, qu'est-ce que tout ça là va devenir? Qu'est-ce que ça va devenir? Donc, si vous ne résolvez pas cette équation, et vous entrez dans élection, pourquoi on choisit des dirigeants? C'est pour apporter le pain et la paix aux populations. C'est la finalité de la politique, ça. Revenons encore une fois à cette élection communale et l'Union fait la nation. Sans dévoiler vos stratégies, vous avez tout de même des ambitions. Quelles sont ces ambitions-là? Vous posez une question d'évidence. L'Union fait la nation reste et demeure un grand regroupement qui a de grandes ambitions. Ces ambitions, c'est de contrôler un ensemble de mairies. Ça, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi vous posez. Vous devriez par exemple, savoir la mairie de Cotonou, par exemple. Là, vous entrez dans des questions de stratégie. À l'étape actuelle, je dis de contrôler beaucoup de communes. Beaucoup de communes. Voilà. Et dites, l'autre problème, est-ce que vous l'avez résolu, celui de la liste unique avec le PAD? Pardon? Le problème de la liste unique avec le PAD, est-ce que ça a de solution désormais? Vous avez opté pour cela? Je ne comprends pas votre question. Parce que à la Convention, nous avons adopté, disons, une charte additionnelle sur les élections. Et cette charte additionnelle indique très bien que les membres de l'Union fait la nation vont aux élections ensemble. Eh bien, nous allons passer à une autre question. Cette question d'actualité, j'allais dire ce sujet d'actualité d'importance, c'est également celui du coton. Nous avons eu comme dernier épisode, la dernière fois, donc les intrants qui ont été réquisitionnés avec des méthodes qui ont été décriées par-ci par-là. Vous, à l'Union fait la nation, quelle est votre lecture, votre appréciation du fait? Ce n'est pas le dernier événement. Le dernier événement
que j'ai pu écouter hier, j'ai pu suivre hier à la télévision nationale, c'est que le ministre de l'Agriculture annonce à cœur joie que on a emblavé, je crois, 200 000 hectares contre 70 000 à la même période l'année dernière. Mais c'est qu'il annonce aussi que les engrais qu'on a distribués sont en train d'être vendus. Les producteurs qui ont reçu les engrais sont en train de les vendre. En attendant de venir... Il faut savoir que ce n'est pas d'aujourd'hui. En attendant d'en venir au braquage des intrants opérés par le gouvernement et à la piraterie maritime. À la réquisition. C'est pas une réquisition, ça. D'abord, il n'y a aucune loi qui organise la réquisition au Bénin. Et la réquisition ne porte pas sur... ne peut pas porter sur des choses comme ça. La réquisition porte sur une unité, un immeuble... enfin, c'est pas ça. On ne peut pas parler de réquisition dans ces termes. Il s'agit bel et bien de braquage, de voies de fait qu'on a tenté de régulariser, qu'on a régularisé maladroitement. Mais le problème qui se pose là, il faut voir deux aspects, sinon même trois. Un premier aspect, c'est un aspect économique. Un deuxième aspect, c'est un aspect sécuritaire. Et un troisième aspect, c'est un aspect gouvernance d'ordre général. Lorsque le ministre vient à la télévision et me dit on a emblavé 200 000 hectares et que les producteurs vendent les engrais, la question simple à poser, c'est pourquoi un producteur qui a emblavé beaucoup d'hectares, qui a besoin des engrais, les vend. S'il a emblavé, qu'il veut faire du coton, qu'il est sérieux avec lui-même, il ne peut pas vendre les engrais. Donc, il y a déjà un gros point d'interrogation à organiser à ce niveau. Deuxièmement, si la production cotonnière, dans les conditions où nous sommes, lui garantissent une réussite et des revenus, il ne vendra pas les engrais. Mais lié à ça, la question de la gouvernance et la question des choix économiques, s'il vend les engrais, c'est pour les vendre où? C'est pour les vendre à des gens qui ne peuvent pas avoir accès aux engrais. Pour que j'achète l'engrais chez quelqu'un, il faut que moi, je ne sois pas en mesure de l'avoir. Et puisque si lui prend, il me vend, normalement, il me vend plus cher que le prix auquel il a acheté. Ça signifie que nous n'avons pas regardé autour de nous dans le pays avant de fixer le prix des engrais. Je ne demande pas que l'on vende les engrais aux paysans chers, mais lorsque vous subventionnez un produit dont l'écart est en grand déphasage par rapport à vos voisins, n'oubliez pas que le Burkina aussi a besoin d'engrais pour produire, que le Niger a besoin d'engrais pour produire, que le Nigeria, comme ils ont fait pour les machines agricoles qui sont allées au Nigeria, qui sont allées au Burkina, nous avons subventionné ici des machines qu'on a envoyées dans ces pays-là. Comme ils ont fait ça, de la même façon, si ça présente un intérêt pour le paysan burkinabé, le paysan nigérien, le paysan nigérian d'acheter les engrais du Bénin, il va les acheter parce que il les aura à un prix moins élevé que le prix auquel cela est vendu dans son pays. Donc, il faut regarder autour de nous. Lié à ça, j'ai dit tantôt que le paysan, s'il a emblavé, c'est qu'il veut produire. Mais vous donnez des engrais à des gens qui prennent ces engrais, soit pour faire d'autres spéculations, et après, là où on en vient à la querelle, à la polémique sur les 174 000 tonnes de coton, ou 100 combien qu'ils ont produit cette année, et ils pleurent pour dire que leur point de croissance va baisser. Ils ne regardent pas dans le pays comment fonctionnent les rationalités économiques. Le paysan qui prend les engrais, il prend une partie de ces engrais, il fait sa tomate, il fait son oignon, il fait son maïs, il fait etc. etc. Est-ce que nos dirigeants là, est-ce qu'ils regardent ça? Donc, ils ont encore commencé à gloser pour dire on a emblavé 200 000 tonnes et 200 000 hectares. Et donc, à cette période, ils nous diront qu'ils attendent 400 000, 500 000 tonnes de coton qu'ils n'auront pas.
Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, je suis dans une réalité scientifique. Si on n'a pas mis des engrais pour les semences de coton, les cotons qu'on a planté suffisamment, le ministre a dit, il faut, je sais pas, 4 tonnes à l'hectare ou 4 ou je sais pas quoi à l'hectare, et ils en mettent 2. Si on met 2, quel rendement vous voulez avoir? Quel rendement vous voulez avoir? Donc il ne s'agit pas d'aller se promener dans les champs de coton, de chanter, de gloser. Il s'agit de suivre réellement et de s'assurer que les paysans ont un intérêt à produire le coton. Et de les rassurer. Les rassurer, ce n'est pas aller faire le braquage, de prendre les engrais, d'aller s'enliser dans la boue parce que au moment où il faut placer les engrais, on n'a pas fait. À l'heure où je vous parle, ils n'ont pas placé les insecticides. Ils vont attendre que la saison des pluies s'installe complètement, que toutes les routes soient défoncées, que les camions aillent s'enliser, que les insectes aient fini de manger les plants des cotonniers pour amener après les insecticides. Qu'est-ce que les gens vont faire avec ces insecticides? Ils ne feront que les vendre, parce qu'ils ne sont pas rassurés. Est-ce que vous, à l'Union fait la Nation, vous avez la bonne approche pour propulser la production du coton au Bénin? Votre question n'est pas bien. Nous avons déjà des membres de l'Union fait la Nation. En tout cas, nous en avons un qui détient le record de production de coton au Bénin. Le ministère au ministère de l'Agriculture, ce qui a été produit pendant qu'il était ministre de l'Agriculture, c'est 427 000 tonnes. C'est le record national. Jamais égalé. Jamais égalé. Si les gens ne savent pas faire, qu'ils viennent. Si les gens ne savent pas faire, qu'ils viennent à l'école. Et vous ne pouvez pas obtenir de bons résultats si vous ne mettez pas les paysans en confiance. Mettre les paysans en confiance, ce n'est pas persécuter les gens qui font l'opération pour vous, laisser courir le temps, tout le braquage qu'ils ont fait là, les pirateries maritimes, tout ça s'est terminé par quoi? Ils sont allés s'agenouiller, supplier les gens pour dire, bon, donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. Et les gars ont fini par dire, bon, capitaine, ouvrez le bateau pour qu'ils prennent. Mais on ne pouvait pas gagner tout ce temps-là. Est-ce qu'on avait besoin de montrer les muscles alors que les muscles sont flasques? C'est ça le problème que nous avons. Il faut rassurer les paysans et que les paysans sachent que mon insecticide, je l'aurai à temps. Mon herbicide, je l'ai à temps. Mon engrais, ainsi de suite, ainsi de suite. Les camions sont enlisés un peu partout là maintenant et on perd du temps, on perd de l'argent. Et puis dites-vous, lorsque vous mettez de l'argent dans une filière, beaucoup d'argent dans une filière, et que vous vous comportez comme ça, vous ne voulez pas avoir des résultats. Bon, comme je comprends un peu ce pourquoi ils font tous ces bruits-là, il faut créer une crise pour organiser l'hémorragie financière. On dit on a besoin d'à peu près 80 000 tonnes, si j'ai bien entendu les choses, pour faire une bonne campagne. On a passé commande, il y avait une certaine quantité qui était dans le pays, on a passé commande du reste pour couvrir les 80 000 tonnes. Mais ça n'a pas empêché qu'on donne 38 000 tonnes à quelqu'un à un prix plus élevé que le prix qu'on a pratiqué, le prix de l'appel d'offres, en violation des règles des marchés publics. Aucune règle de marché public n'autorise que les uns vendent l'intrant à 307 000 la tonne et que l'autre vende ça à 320 000, qu'on lui paye une avance et qu'il disparaisse. On dit qu'il a livré, il a été le tout premier à livrer. Il a livré 800 tonnes. Le gars opère au Togo. Le Togo n'achète pas chez lui. Vous ne vous êtes pas interrogé pour dire pourquoi le Togo n'achète pas chez lui. Le Togo achète ailleurs. Je suis quelqu'un qui opère au Togo. Maintenant, il vous a balancé quelques résidus, 800 tonnes, sur 38 000 tonnes commandées. On lui a donné 3 milliards et quelques, près de 4 milliards d'avance, et silence radio. Ils savent que les gars ne peuvent pas livrer dans les délais. D'abord, on dit que c'est stock tampon. Stock tampon pour faire quoi? On est dans des rationalités bizarres. On dit la vente des engrais interdite sur l'ensemble du territoire. Comme si, à Cotonou j'exagère, comme si à Pomassé, comme si à Tofor, comme si à Vrancou, on produit du coton. Et que donc, même les gens qui font le vivrier,
qui font le palmier à huile, qui font un certain nombre de choses, ces gens-là ont besoin d'engrais. On dit qu'on interdit la vente des engrais. C'est dans quelle rationalité ça? En pleine saison de production. C'est quelle rationalité? Si on n'est pas capable de réguler, on se retire. Quand on n'est pas capable, on se retire. L'autre affaire de la taille de celle du coton, c'est le PVI, même si c'est un peu essoufflé, mais sur ces genres d'affaires, on n'entend pas pour autant l'Union fait la nation. Non, nous n'avons pas fini avec le coton. Parce que je vous ai dit qu'il y a plusieurs dimensions. L'autre dimension, c'est la dimension de la sécurité juridique. Sécurité juridique pour les entreprises. Comment voulez-vous, pendant qu'ils faisaient leur braquage et tout ça, j'ai écouté un communiqué. Quand on a fini de braquer les gens, on a tenté de justifier. On a dit, bon, maintenant, il faut que ceux qui veulent investir dans la production des engrais, des machins, viennent au Bénin. Ça manque de rationalité. Quel investisseur va venir s'installer dans un désordre comme ça? Pour que le jour, vous avez envie de lui sacler la tête, que vous vous mettez avec une hache, ce n'est pas possible. Aucun investisseur, c'est une rationalité difficile à prendre. Mais en plus de cette sécurité juridique, il y a la sécurité tout court. Il y a la sécurité tout court. Nous ne sommes plus à l'abri de ces abus que nous observons. Si on a pu faire ça à des entreprises qui sont dans des positions de force, qu'on a fini par aller supplier pour obtenir les choses, qu'est-ce qu'il en est des petits, des citoyens? J'ai dit tantôt qu'on a frappé les étudiantes. On les a mises dans des situations humainement inacceptables. On a frappé policiers. On a menacé le tribunal. On a menacé le commissariat. On a frappé douaniers. On a déversé les chars dans la ville. On a déguerpi, placondi comme on veut. Plus personne n'a de droit dans ce pays. Plus personne n'a de dignité dans ce pays. Et si cela ne nous interpelle pas, et nous prenons cela comme des banalités, bon, vous avez parlé de réquisition, le jour où ça leur plaira, ils iront chercher votre épouse pour dire que bon, c'est pour raison d'État, et ils en ont besoin pour faire je ne sais quoi. Votre moto ou votre voiture, on va vous arrêter, c'est raison d'État. Où est le problème? Où est le problème? Donc, il ne faut pas banaliser ces choses-là. Il faut sérieusement s'en inquiéter. J'ai déjà développé les aspects économiques, j'ai développé les aspects sécuritaires, il reste le management. Est-ce que ce tableau que vous faites là de la situation de sécurité, est-ce qu'au-delà même de la politique, vous ne faites pas un peu dans l'exagération, dans la décroissance de l'image du pays à l'extérieur, par exemple? Ce que vous dites là n'est pas bien. Ne dites plus des choses comme ça. Vous répétez ce que les faibles disent quand ils sont à court d'arguments. Pour justifier, s'il vous plaît. Ce n'est pas, je vous parle de faits et vous parlez de je peins. Est-ce que ce que j'ai dit là, il y a une seule chose qui n'est pas vraie? Je commente, j'analyse des faits. Est-ce que vous pouvez me citer de tout ce que je vous ai dit, un seul fait qui soit faux? Si il y a un seul fait que j'ai évoqué qui est faux, à ce moment vous pouvez dire ce que vous dites. Mais s'il n'y a pas un seul fait qui est faux, ne vous sentez pas en tant que journaliste dans le besoin d'équilibrer. Non, ne faites pas ça. C'est un fait. J'évoque des faits. S'il y a un seul fait qui n'est pas, vous dites, M. Mondete, le fait que vous évoquez là, il n'est pas juste. Mais les analyses que je fais de ça, c'est libre. C'est ce que vous voyez. Donc, peindre l'image du pays, c'est les faits. On parle des faits. Est-ce que c'est moi qui ai braqué les cotons des gens? Est-ce que c'est moi qui ai fait de la piraterie maritime? On a acheté deux patrouilleurs. Et nous donnons le mauvais exemple. 2 patrouilleurs pour combattre justement la piraterie maritime. Et nous-mêmes là, nous donnons le mauvais exemple. Ça n'est pas, c'est pas bien. Parlez-nous du PVI à présent, sur lequel on vous a pas autant entendu. Vous ne nous avez pas entendu? Nous sommes beaucoup prononcés sur le PVI. Ce que j'observe,
c'est que le gouvernement ne sait pas ce qu'il veut. Nous avons un gouvernement qui ne sait pas ce qu'il veut. Nous avons un gouvernement qui fait, disons, quelqu'un a dit que c'est ventilateur. Je pense que la personne là a bien dit que c'est un gouvernement ventilateur. Ça balance à gauche, à droite, au gré du vent. Ça balance au gré des émotions. Ça balance au gré des rêves. Et finalement, c'est que le comportement de notre gouvernement a pour finalité, toujours pour finalité, de perdre, de faire perdre de l'argent au pays. Souvenez-vous, la guerre des GSM dans ce pays. On a dit qu'on a besoin d'argent pour construire les écoles, on a besoin d'argent pour faire les maternités, ces gens-là gagnent de l'argent, et puis quand ils gagnent de l'argent, ils n'investissent pas au Bénin, ils ne veulent pas payer les licences, il faut qu'on augmente les licences. Quand on a fini de faire tout ça, où est-ce que nous en sommes? On a donné des exonérations à plein gaz. Pendant plus de 4 ans, les licences que les gens devraient payer cash, pour lesquelles on a bloqué l'activité des citoyens. On a fait perdre des entreprises, on a fait perdre des opportunités à des gens. On a fait mourir des gens, parce que des gens qui auraient pu communiquer avec leurs médecins, qui auraient pu, ont été incapables d'appeler leurs médecins, leurs parents au secours, etc. Que ces gens-là sont morts, ils sont tombés malades, ils ont eu un ensemble de choses. On a fait tout ça pour qu'au finish, ce que l'on veut, on ne l'ait pas eu, et c'est la queue entre les jambes qu'on est allé se soumettre en Afrique du Sud pour finalement faire le contraire de ce pourquoi on nous a fait perdre de temps, de l'argent, des opportunités. Et plus tard, c'est beaucoup d'autres exemples. Douaniers, enseignants, etc., etc. Chaque fois, nous perdons du temps, de l'argent, des opportunités. Cette fois encore, coton, nous avons perdu du temps, de l'argent, des opportunités. Pendant que on a géré l'histoire du coton, il y en a tellement des épisodes dans cette affaire. Vous savez qu'on a distribué des marchés aux copains d'intrants, qui 1 milliard, qui 2 milliards, etc., en sachant très bien que ces gens-là sont incapables de livrer. Je les mets au défi de livrer les intrants pour lesquels ils ont perçu des avances. Et nous allons faire le bilan dans quelques temps. Maintenant, c'est le même scénario pour le PVI. Vous avez signé quelque chose, un contrat synalagmatique, qui appelle des obligations réciproques. Vous vous levez un matin, vous dites que c'est un contrat administratif. Vous avez suspendu le contrat. D'abord, avant ça, vous vous êtes promené pour dire que vraiment c'est un cadeau du ciel, ça c'est la Bible, c'est la meilleure des choses, c'est tout le Coran qui est dans cette affaire-là. Vous finissez de dire tout ça. On ne sait pas ce que les gens leur ont refusé ou ce que les gens ne leur ont pas donné pour qu'ils se sentent en obligation de détruire ces gens-là et de suspendre un programme pour lequel ils ne nous apportent aucune alternative. Aucune alternative. C'est la cacophonie généralisée dans cette affaire-là. Mais quand vous lisez les trames, au-delà des faiblesses qu'on aurait pu relever au programme, au-delà des faiblesses qu'on aurait pu relever au programme, vous lisez que il n'y a qu'une seule et une seule volonté, c'est de persécuter un homme. Parce que c'est en ce moment-là qu'on se souvient que à l'AIC, on a 3 milliards ici, on a 10 milliards ici. On était où avant? On était où? L'obligation de compte rendu. Ne commandait-il pas que pendant 5 ans, on ait vérifié comment fonctionne cette filière, qui est une filière principale dans notre pays, et c'est à l'occasion de PVI que on ouvre les hostilités. La finalité, c'était de détruire un homme. C'est pas autre chose. Et comme on a échoué avec les intrants, vous allez voir la suite par rapport au PVI. Eh bien, voilà donc, honorable Eric Oundete, pour le PVI. Vous n'êtes pas du tout tendre à vous écouter, à vous entendre par rapport au gouvernement. C'est pas mon rôle. Oui, pourtant vous êtes annoncé, je veux dire, l'Union fait la nation à ce gouvernement à croire à une certaine presse. Pardon. Prenez de l'eau de Javel,
avec du savon et vous nettoyez votre bouche. Ne dites plus jamais une chose comme ça. L'union fait la nation n'est pas attendue dans un gouvernement, dans un quelconque gouvernement. On ne va pas dans un gouvernement qui est en plein déclin comme celui-là. On ne va pas dans un gouvernement sans discuter d'un programme de relève économique et politique et sociale. Donc nous ne sommes dans aucune discussion avec le pouvoir et nous n'allons dans aucun gouvernement. C'est clair, il faut que cela soit clair et net. Honorable Eric Ndete, à quand remonte votre visite au député d'Éric Bodono à la prison? Ça, c'est une question personnelle. Et qu'est-ce que ça vous inspire? Eh bien, voilà, déjà presque, non, un peu plus d'un an, puisqu'il est entré au mois d'avril 2011. Plus d'un an maintenant qu'il est en prison avec l'épisode qu'on connaît, cette libération provisoire qui a été retardée par, etc. Qu'est-ce que vous en déduisez? Quelle est votre lecture? Comment vous vivez tout ça? Je dois vous dire que il est bon de retourner dans le contexte dans lequel toutes ces choses se sont passées. Très rapidement. Notre collègue a été, disons, visé par les baïonnettes du pouvoir. Le plan, c'était de le liquider. C'est pas autre chose. Parce que on a instruit de le ramener mort ou vif. Je dis bien de le ramener mort ou vif. Et il fallait que notre collègue sauve sa peau. Il est allé se rendre. Il est allé se rendre parce que, d'abord, il sait qu'il n'est pas en faute. Mais il connaît la puissance du pouvoir. Il sait qu'il n'est pas en faute. On a pu monter un ensemble de choses sur lui. Chacun de nous sait que le dossier pour lequel on a fabriqué plein de choses sur lui pour l'accabler. Moi-même qui vous parle ici, pour m'éteindre, on a pu me fabriquer un passeport, on a pu me fabriquer des choses. On a pu trouver que je fais du commerce d'or, alors que moi, pauvre béninois, je n'ai jamais vu l'or, ni le vrai, ni le faux de mes yeux depuis que j'existe, à part une chaîne en or ou une boucle en or que je vois sur les marchés. Ce que vous appelez or là, moi je ne connais pas ce que c'est. Mais ce gouvernement a pu trouver que Eric Ndete est dans un... Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Et le collègue, les gens qui auraient pu se plaindre de lui, le principal là, il n'est plus là, qu'on a arrêté aussi, à qui on a demandé de se plaindre de lui et qui a refusé, lui, on a organisé son départ. On l'a fait partir. Il est parti. Notre collègue a de sérieux problèmes de santé. Comment comprenez-vous que l'on empêche quelqu'un d'aller aux soins? Ne serait-ce que ça c'est humanitaire et c'est constitutionnel. Quand vous avez ces éléments-là, vous comprenez ce qui se passe dans ce dossier. Ça n'a pas besoin de trop de discours. Il faut liquider quelqu'un. C'est l'objectif principal. Il faut liquider quelqu'un. Et il pense qu'en le liquidant, il fragilise notre organisation. C'est tout. C'est pas 10 000 choses. Les auditeurs également dans cette émission, ils peuvent nous contacter dès à présent au 96 53 22 80 ou le 21 33 84 19. Je rappelle le 96 53 22 80 ou le 21 33 84 19 ou nous joindre sur la page Facebook de l'émission Cas sur table sur OCFM. Nous avons déjà le tout premier auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, votre nom s'il vous plaît. Je m'appelle Adamo Kifouyou. Allez-y, monsieur Adamo. Merci. Je dis d'abord bonjour à votre invité. Bonjour. Oui, et on l'a écouté attentivement. Nous avons vu qu'il a eu à faire des critiques objectives. C'est très bien. Mais ce qui m'étonne, moi, pour ce qui concerne les politiciens, ceux qui critiquent aujourd'hui, si éventuellement ceux-là arrivent à obtenir le pouvoir, à arriver au pouvoir, ils ne tiennent plus compte des critiques qu'ils ont eu à faire. Ils commettent exactement les mêmes bêtises. Donc, moi, j'aurais bien voulu que quand les gens critiquent aujourd'hui, les gens sont à la touche
et ils voient mieux ce qui se passe. Mais quand ils sont au pouvoir, qu'ils acceptent également qu'on leur fasse des reproches, comme des grognes que nous avons l'habitude de faire. De par nos grognes, nous faisons des suggestions, on interpelle les gens. Donc quand éventuellement ils parviennent à un poste de responsabilité, qu'ils écoutent ce que les auditeurs et le peuple disent. C'est jamais terminé. Merci à vous, M. Adamo Kifouli. Le deuxième auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Je me sens renvoie l'appareil. Pardon? Je me sens renvoie l'appareil. Monsieur Renvoie, allez-y. Bonjour, monsieur Ondete. Bonjour. Oui, 4 questions pour vous. Je voudrais savoir qui a ordonné qu'on liquide le député, l'honorable Désiré Vaudounou, de l'amener vif ou mort. Deuxième préoccupation. Ce qui est dommage, c'est que quand un homme politique est annoncé sur une chaîne de télévision ou sur une chaîne de radio, on sait déjà à peu près tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition. On sait que l'opposition, lui, est là pour tirer sur tout ce qui est bien ou tout ce qui est mauvais. La mouvance, lui, est là pour dire que tout est bon. Bon, pourquoi ça vous gêne pas aussi en tant qu'homme politique? Donc, parce que vous avez dit beaucoup de choses, mais on constate que c'est compte tenu de votre position pour parler. Troisième question, qu'est-ce que vous dites des loyers au Bénin? Les loyers. Bon, je sais que beaucoup de députés sont aussi propriétaires de maisons, tout ça, mais la manière dont les loyers sont augmentés, vous ne pouvez pas voter des lois pour réguler cette affaire-là dans le pays. Plus jamais ça annonce 60 000, tout ça là. C'est ça qui consomme réellement les revenus des Béninois. Quatrième, donc je vous remercie. Merci à vous. Le troisième intervenant en ligne à présent, bonjour. Allô? Oui, diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît. Victorien Kounoko. Très rapidement. Très rapidement, allez-y. Première préoccupation, monsieur Eric Roulete, bonjour. Bonjour, monsieur Kounoko. Vous avez un collègue, je parle de monsieur Okunola qui a géré les machines agricoles. Je veux savoir si vous avez une question orale à appeler le gouvernement pour savoir la situation des machines agricoles aujourd'hui. Parce que vous parlez du coton et autres. Je veux savoir, vraiment, répondez-moi honnêtement sur cette question. Deuxième préoccupation, ne serait-il pas bon au gouvernement en place aujourd'hui d'organiser une nouvelle conférence des forces vives et choisir un premier ministre et démissionner? Moi, Victorien Kounoko, je préfère ça à ce gouvernement actuel. Troisième préoccupation, et je veux connaître aussi votre point de vue. Troisième préoccupation, la mairie de Cotonou, aujourd'hui, confectionne des baskets, des t-shirts, alors qu'on dit ils n'ont pas la mairie n'a pas de l'argent pour gérer la mairie. On confectionne des t-shirts, on met le cabinet, on se promène, alors qu'on pouvait faire autrement. Voyons ce qui se passe disons la zone à Botrou. Au lieu de mettre la terre jaune chaque fois, ou chaque 2 mois, 3 mois, pourquoi ne pas créer des caniveaux en attendant de trouver des financements pour continuer les pavés? Pourquoi on met chaque fois la terre jaune pour ce désordre? Monsieur Eric Mouté, bonne journée. Merci, monsieur. Merci. Le quatrième intervenant présent. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, on m'appelle Pardon Eric. Eric, pardon, allez-y. Et s'il vous plaît, bonjour honorable. Bonjour, monsieur Padonou. Ok. J'aimerais savoir si on a un marché et si on ne cherche pas ceux qui viennent au marché pour payer, est-ce que ce marché-là peut être rentable pour un pays? Pourquoi je dis ça? Vous savez, le pont, les parcs et autres là, quand le problème de PVI était venu, tous les clients étaient repartis. Au Nigeria aussi, vous allez au Nigeria. Allô? Oui, je vous suis. Allez-y. Allô? Allez-y, monsieur Padono, on vous écoute. Allô? Bon, il me semble bien qu'on a perdu le lien avec monsieur Padono. Nous allons prendre le 5e auditeur présent. Oui, allô, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Oui, on m'appelle Edouard Toyimbo. Vous êtes en direct, monsieur Toyimbo. Monsieur le député. Et je voudrais qu'il nous parle du régionalisme et de la politique au Bénin.
Et ensuite, s'il a une proposition à faire, à soumettre à l'État béninois par rapport aux opérateurs économiques, je voudrais parler notamment de M. Achavan, qui paraît qu'il fait une restriction déjà de l'importation dans son pays et il va faire développer un autre pays. Et vous voyez, il faut vraiment, est-ce qu'il ne faudrait pas une assise économique pour vraiment faire la promotion des opérateurs économiques? Je vous remercie. Merci. Le sixième intervenant, bonjour, votre nom s'il vous plaît. Bonjour Jacques, beaucoup honorable Ondeke, bonjour. Bonjour. Je vous ai suivi quand vous disiez tantôt que, bon, il semble que dans l'affaire Vaudounon, quelque chose a été fermé contre votre collègue. Est-ce que finalement, il est blanc comme neige, vous lui reprochez quoi finalement? Deuxième chose, toute la campagne médiatique, le bataille médiatique qui est fait au sujet de son arrestation, de son emprisonnement, est-ce que vous ne voyez pas Monsieur Bokor. que tout cela joue contre lui? Monsieur Bokor, on ne sait pas comment ça se fait, mais on ne vous entend pas bien à l'antenne. Allô? Oui. C'est bon? Oui, réagissez-vous, prenez une meilleure position, vous serez peut-être plus audible. Ah, c'est bon maintenant? Oui, allez-y, c'est mieux. Oui, donc je disais, à entendre l'honorable Ondeke parler, c'est à quoi que finalement son collègue Vaudounon est bien comme neige dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il lui reproche concrètement? Ou s'il ne lui reproche rien? Autre préoccupation. Deuxième chose, toute la campagne médiatique ou le bataille médiatique est fait contre au sujet de son arrestation. Est-ce qu'il ne voit pas que tout cela joue contre sa libération en fait? Est-il bien que quelqu'un qui a fait du bien ou des œuvres sociales, que tout cela soit étalé dans les journaux ou sur la place publique? Alors, merci. Merci à vous, M. Bokor. Le septième intervenant en ligne. À présent, bonjour. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Virginie Rancet. Bonjour. Et bonjour, honorable Eric Ondeke. Bonjour. Oui, c'est le président MGA sur Parti Paulin. Bonjour, monsieur. Oui, si je vous attends, je suis ravi. Ouais, parce que vous êtes mon parrain. Et je vous dis bonjour ce matin. Oui. Et vous voyez, on n'a pas un gouvernement dans notre pays ici. Hein, parce qu'on a un gouvernement Vuvuzela. C'est le gouvernement qui tâtonne. Et je vois qu'ils ont organisé l'élection le 13 mars 2011 pour que le président Bounigaï soit réélu. Le président Bounigaï n'a aucune ambition pour ce pays. Est-ce que vous avez de questions vraiment, monsieur Patin Paulin? Oui, allez-y, allez directement, on est tenu par le temps. Ok, d'accord. J'ai la deuxième préoccupation ce matin. Je dis merci honorable Eric, parce que je suis victime le 24 mars passé. Et l'honorable m'a supporté de bout en bout. C'est lui qui m'a fait ce qu'il peut faire comme son petit frère. Ok, et moi donc, je le dis, Dieu va le rendre 68. De la reconnaissance. Et je dis ce matin, nous on est ensemble avec tous les gens. Il faut que l'Union française reste dans l'opposition comme le PRD dans l'opposition. Merci, monsieur Patin. Le huitième intervenant présent. Bonjour, oui, votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Oui. Allô? Vous êtes en direct. Allô? Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Il semble bien que ça ne passe pas, la communication avec cet auditeur. Nous allons essayer le huitième, vraiment. Oui? Allô? Vous êtes en direct, votre nom, s'il vous plaît. Séverin Gandono. On n'a pas bien entendu, monsieur. Séverin Gandono. Séverin Gandono. Allez-y, monsieur Gandono. Oui. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur Gandono. Chaque fois que je vous écoute, j'ai du plaisir à vous écouter. Merci. J'ai eu la chance de vous suivre pendant un bout de temps. Par rapport à mon boulot, je tiens tout juste à vous dire merci. Et merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Et j'espère que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui vous prendront comme exemple pour que le pays puisse bien marcher. De la gratitude comme on partit. Nous allons prendre le neuvième auditeur en ligne à présent. Allô? Oui, votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Là, en fait, tu m'excuses, c'est Victorien qui est revenu. Honorable, pardon. Hein. Très rapidement. Allô? Oui. J'ai deux questions là. Oh, la première, je veux demander au gouvernement si même monsieur Désiré Vaudounon a volé, je dis volé de l'argent, mais il a volé pour construire son pays. Hein? Les écoles construites par Vaudounon Désiré seront cassées après. C'est la question que je veux que vous laissez poser au gouvernement. Deuxième préoccupation, pourquoi l'Union de la Nation s'acharne contre la nomination de Charlemagne Ronfort concernant la liste électorale au permanent informatisé, les 11 personnes là.
Pourquoi l'Union ne s'assène pas contre la mouvance? C'est ma dernière question. Bonne journée. Merci à vous. Le 10e et dernier auditeur en ligne aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour, éminent journaliste. Oui. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, mon nom c'est Kofi Charles. Kofi Charles. Allez-y, monsieur Kofi. Bon, je remercie sincèrement le député, puisque le tableau qui vient d'être peint, vraiment, c'est inquiétant. Et puis nous sommes dans ce pays et nous avons vu tout ce qu'il dit est vrai. Hein? N'importe qui. Quelqu'un ne peut pas nous dire maintenant que tout cela ne se passe pas. Maintenant, pour sauver le Bénin de ce dangereux piège que nous tendent ces autorités, j'aimerais qu'ils proposent des solutions concrètes pour que le pays ne va pas dans l'enfer. Hein? Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous également, monsieur Kofi. Nous allons revenir à présent dans ce studio. On ne pourra pas malheureusement prendre au-delà de ces 10 auditeurs. Revenir dans ce studio et donner réponse à ces différentes préoccupations. Honorable Eric Neti. Merci beaucoup. Vous me permettrez d'abord de remercier les auditeurs pour leur contribution. Il y en a qui ont fait beaucoup de contributions. Et pour leurs questions qui nous permettent de mieux préciser notre pensée. D'abord, M. Kifouli Adamon a dit que les politiciens, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ne tiennent plus compte des critiques qu'eux-mêmes ils formulent. C'est vrai, c'est possible. Mais le problème, c'est que nous avons au pouvoir beaucoup de gens, la majorité de ceux que nous avons au pouvoir, sont des gens qui n'ont pas, par leur pratique, dans un passé, montré ce qu'ils peuvent faire en arrivant au pouvoir. Ne serait-ce que prendre des engagements par les prises de position. Vous en avez que quelques rares qui sont là et qui trahissent justement leur prise de position. Est-ce que c'est le vécu ambiant avec ceux qui n'ont pris aucun engagement vis-à-vis de la société qui les conduit à faire ça? J'en sais rien. Mais un homme, normalement, doit être un homme qui se regarde chaque jour dans un miroir et qui doit se poser la question de savoir est-ce que ce que je fais est conforme à mes valeurs? Est-ce que ce que je fais est conforme à à ce que je propose aux gens? Parce que si vos actes ne sont pas en conformité avec ce que vous proposez, ça pose des problèmes. C'est même un problème éthique. C'est un simple problème éthique. Ce n'est pas simplement de la politique. Même dans la vie courante, vous devez faire l'effort, faire en sorte que ce que vous dites soit plus ou moins conforme à ce que vous faites. Mais il y a un problème d'éducation politique, d'éducation civique, de formation politique. Parce que ceux qui n'ont jamais rien promis, ceux qui n'ont jamais rien dit, quand ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Et vous n'avez même pas d'élément de référence. Vous n'avez aucun élément de référence. On vous a promis, dans ce pays, qu'on va vous construire la route à Kassato et Boycon, à 144, on a eu 144 milliards du bureau politique du Parti communiste chinois. C'est où? Aujourd'hui, on se promène pour dire qu'on cherche le financement, alors qu'on vous a dit que le financement est bouclé, et vous avez applaudi. J'ai même entendu quelqu'un de Boycon qui a fait un meeting pour dire remercie. Il a remercié du vent. Mais comment voulez-vous que les gens ne fassent pas? Donc, il ne faut pas confondre. Il y a la majorité des gens qui n'ont jamais fait un apprentissage politique, qui, par effraction, se retrouvent à la tête du pays ou dans les arènes et qui font ce qu'ils veulent. Il y a l'autre majorité, enfin l'autre minorité qui se laisse contaminer. Donc, l'une des leçons que nous avons à tirer là, c'est la formation. Et c'est pour ça que, à la Convention de l'Union fait la Nation, nous avons lancé un appel à la jeunesse. À la jeunesse qui vienne pour apprendre à se préoccuper, à s'occuper des questions du pays. On ne devient pas responsable par coup de tête ou par coup de vent ou parce qu'on a amassé de l'argent. Non, ça s'apprend à connaître le pays, la géographie du pays, l'histoire du pays, le fonctionnement du pays, les règles qui gouvernent le pays. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc voilà ce que je voudrais proposer par rapport à ça. Vous avez demandé qui a ordonné la liquidation du député Renfort.
Pardon, pas Ronfort, du député, c'est M. Ronfort qui a dit ça, plutôt. Je présente les excuses à mon collègue. Député Vaudonou, souffrez qu'on n'aille pas plus loin. Parce que plus tard, quelqu'un a dit, est-ce que les propagandes, tout le battage qu'il y a autour là, ne rend pas difficile? Bon, bref, souffrez qu'on n'aille pas plus loin. Retenez ce que je vous ai dit. Et les faits, normalement, corroborent ce que je vous ai dit. On n'a pas besoin de trop ouvrir pour comprendre ce dont on parle. Parce que s'il n'y avait pas un complot, tout l'acharnement qu'il y a eu là ne devrait pas avoir lieu. Et sur des choses qui sont fausses. Est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il n'est pas blanc? On lui a reproché quelque chose. Ce qu'on lui a reproché ou ce qu'on lui reproche, c'est pourquoi on l'a incarcéré, ça se révèle comme étant un dossier vide. Donc, prenons ça comme problème important. Vous avez dit les loyers. Oui, évidemment. Quand on voit le pouvoir d'achat des Béninois comparé à la quantité, la masse d'argent qu'ils doivent mettre dans les loyers, il y a problème. On ne peut pas faire une loi pour dire on baisse les loyers. Parce que nous sommes dans une économie libérale. Mais le gouvernement a des choses à faire. Qu'est-ce que, par exemple, le gouvernement a à faire? Il a à promouvoir l'immobilier. Quand l'offre est supérieure à la demande, le prix est nécessairement bas. C'est parce que nous sommes dans une situation de demande supérieure à l'offre que nous avons des loyers chers. Donc le gouvernement devrait faire en sorte que les Béninois, les privés béninois construisent beaucoup de maisons. Que les impôts qu'on prélève sur les habitations, etc., là, que ces impôts-là soient réduits. Voilà des pistes de solutions. Si on ne fait pas comme ça, on va se comporter comme des gens qui ne regardent pas la réalité en face. La régulation des prix, c'est une régulation qui ne se décrète pas. Elle se fait d'elle-même parce que on a une offre supérieure à la demande. Et il faut faire en sorte que l'offre soit supérieure à la demande. Et pour réussir ça, il faut promouvoir, il ne faut pas mettre trop d'impôts sur les gens qui construisent les maisons. Il faut leur permettre l'accès aux matériaux de construction. Il faut fabriquer, il faut promouvoir la main-d'œuvre de la construction, que cette main-d'œuvre soit abondante et moins chère. C'est comme ça que on réussit à régler ces questions-là. Est-ce qu'il ne faut pas faire une nouvelle conférence nationale des forces vives? Peut-être. Mais évaluons déjà ce que nous avons fait. Quel est le respect que l'on donne aux lois que nous avons, qui ont été induites de la conférence nationale de 1990. Aujourd'hui, on remet tout en cause. Les libertés sont remises en cause, les libertés sont bafouées. On a un régime qui ne respecte pas le citoyen, qui ne respecte pas les institutions. On clame un dialogue politique tout en fragilisant, tout en divisant. Et ça m'amène à répondre à la question, la toute dernière question. Pourquoi l'UN s'acharne contre le député Ronfort? Non, l'UN ne s'acharne pas contre le député Ronfort. Le député Ronfort dont vous parlez, je pense que c'est l'un de mes plus, en tout cas moi, UN, Eric Ondete, c'est l'un de mes plus proches à l'Assemblée nationale. Mais le député Ronfort n'a pas intérêt à se faire désigner par la mouvance. Ça le salit, ça le compromet. Et je pense que c'est un collègue d'une grande dignité qui n'accepte pas que ce soit la mouvance qui le désigne. Et donc, il faut remettre les choses en place. Il faut que Ronfort soit désigné par ses pairs, et je pense que ce sera une bonne chose. Il doit être le choix de l'opposition. L'opposition doit le désigner. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais c'est pas les mouvanciers. Quand les mouvanciers le désignent, ils le projettent comme leur pignon, comme leur instrument. Or, je sais qu'il n'est pas leur instrument. Donc, lui-même doit défendre son honneur en refusant d'être l'instrument de la mouvance. S'il vous plaît, soyez moins prolixe sur les réponses désormais, puisqu'on est tenu par le temps. Il a des questions sur Internet également, sur la page Facebook. Ah, ça c'est compliqué. Si vous ne vous retrouvez pas, je peux vous aider. On parle de régionalisme et de la politique au Bénin. C'est une question de Hubert Toimbo. Très bien. Alors, régionalisme et politique au Bénin, vous savez, le Bénin a fait beaucoup d'efforts entre 1972 et 1990. Quoi qu'on dise, on peut reprocher, nous avons fait l'effort de gommer un tant soit peu les clivages régionalistes. Mais à partir de 90, ces clivages ont commencé à renaître et se sont exacerbés à partir de 2006.
il nous faut renaître par rapport à cela. Et accélérer la fraternisation, mais aussi et surtout le développement du pays là, la répartition des richesses, la répartition des opportunités. Il faut le faire de manière à permettre aux fils du Sud de se sentir capables d'accéder à une fonction publique sans être obligés d'aller se compromettre. Que aux fils du Nord de se sentir capables d'accéder à une fonction publique sans être obligé de se compromettre, sans faire valoir le fait que c'est parce que je suis du Nord qu'on m'a choisi, c'est parce que je suis du Sud qu'on ne m'a pas choisi. Non, je pense que nous avons des choses à corriger par rapport à ça. Mais l'image, le sentiment qui se développe aujourd'hui est un mauvais sentiment qui est lié à ça. Et vous avez demandé en même temps, je pense, les opérateurs économiques, à Javon, etc. Bon, voilà des choses qu'on dit. Dans tous les pays, la bourgeoisie locale ou les producteurs de richesse, ceux qui apportent de l'argent, parce que la richesse du Bénin est d'abord une richesse fiscale. L'essentiel de nos ressources sont des ressources qui proviennent des taxes et des impôts. Comment voulez-vous que, parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous politiquement, quelqu'un ne vous a pas alimenté politiquement, quelqu'un n'est pas allé faire la propagande pour vous, vous décidez de le liquider? Et on a dit, j'ai entendu, bon, enfin, je suis sûr que c'est pas 35 milliards, c'est peut-être 35 millions qu'on a donné à quelqu'un de payer 35 milliards d'impôts. Quelle est la finalité? On veut le chasser, on veut le tuer, on veut le liquider. Et donc, je pense que les auditeurs ont raison de s'inquiéter par rapport à ça. Dans aucun pays, cela ne se fait. Quelqu'un qui a mis des investissements de plusieurs milliards dans votre pays, qui est le premier contributeur du budget national, si mes informations sont bonnes, il ne mérite pas un tel traitement. Comment est-ce que les services des impôts ont suivi jusqu'à ce qu'on aille déceler qu'on doit faire payer 35 ? On ne fait pas les contrôles et régulièrement, on ne fait pas les choses. Comment appréciez-vous ce battage médiatique pour la libération du député Désiré Vodounou? J'ai dit que il faut savoir raison garder, mais en même temps, on ne peut pas empêcher les citoyens d'exprimer leur ras-le-bol par rapport à un pouvoir qui se comporte comme il ne faut pas. Sachez que la justice a ordonné la libération provisoire de notre collègue. C'est le gouvernement, à travers le procureur, qui aurait refusé cela. Donc, les choses sont claires. Si le gouvernement n'a pas un intérêt à le faire, il ne le ferait pas. Donc, si les citoyens s'insurgent contre ça, si les citoyens s'inquiètent par rapport à ça, je pense que ça ne devrait pas faire trop de problèmes. Et je souhaite le même que... sujet, il y a l'auditeur qui demandait qui précisément a autorisé... J'ai déjà répondu à cette question. Eh bien, les gagets scriptés mairie mairie de Cotonou, j'allais dire, alors que les priorités sont ailleurs. Bon, je ne sais pas pourquoi la mairie fait des investissements comme ça, parce que il me semble que la mairie n'a pas besoin de publicité. Elle n'a pas besoin de publicité. Donc, s'il y a des ressources, je conseillerais à la mairie de mettre ses ressources à faire des choses plus utiles pour la ville de Cotonou. Nous allons aller maintenant aux questions sur Facebook, celle de Joël Dimitri Vinger qui demande l'Union fait la nation est-elle crédible? Sinon, quelle alternative nous propose-t-elle? Ben, Joël me pose une question pour laquelle il a lui-même les réponses. L'Union fait la nation est une alternative crédible. C'est l'Union fait la nation qui est l'alternative crédible. Parce que l'Union veut construire patiemment une grande organisation politique. Une organisation politique forte qui donne espoir aux jeunes. Vous avez ainsi qui se fonde sur la formation des jeunes, qui se fonde sur les intérêts aux questions essentielles qui préoccupent les Béninois. Toujours une question de lui, Joël. Il demande, le président Yahi ne veut pas de force clé dans son gouvernement, raison pour laquelle cette formation est contrainte d'être dans l'opposition. Vrai ou faux? Mais force clé ne veut pas du gouvernement de Yahi Boni. Pourquoi il pose une vilaine question comme ça? C'est pas gentil ça. Cette question de Daniel Tara à présent, en ce qui concerne la LEPI, pour laquelle de ces options vous penchez-vous? Audit ou correction? Peut-on corriger ce qui n'existe pas? Je pense qu'on ne peut pas corriger ce qui n'existe pas. C'est pour ça qu'avant de parler de correction, il faut voir ce qui existe. Et ce qui existe, il faut l'évaluer. Et c'est quand on a évalué qu'on sait ce qu'on veut corriger. Sinon,
nous serons dans une vaste tromperie, c'est tout. En ce qui concerne les Chinois et autres étrangers qui transforment notre pays en champ de tir, que dites-vous? Daniel Tara toujours. L'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. C'est une formule consacrée par une organisation internationale. C'est une formule universelle. Si les autorités de notre pays savent que nous avons une loi, cette loi doit être appliquée. Eh bien, cette question à présent de M. Darius Agbo, il dit au regard des lois de règlement que l'Assemblée devrait voter, pouvez-vous nous dire combien a-t-on investi dans la filière coton depuis 2001 à 2011 et combien a-t-on gagné en net? Quid de notre taux d'endettement? Première question. La question se fonde sur les lois de règlement. Et donc, si elle se fonde sur les lois de règlement, je ne peux pas avoir de réponse. Parce que nous n'avons pas voté les lois de règlement pour que je puisse me fonder sur ça et dire combien on a fait ci, on a fait ça, etc. Eh bien, la collision entre le monde politique et le monde des affaires n'est-il pas à la base du mélange des genres? Je comprends pas la question. C'est une question toujours de Danetara. Je crois que le monde des affaires, l'implication ou l'émission des hommes politiques sur la scène politique, est-ce que ce n'est pas ça qui est à la base de tout ce qu'on observe, PVI, coton? Je crois bien c'est en dessous c'est qu'il demande. C'est une question qu'il faut poser aux acteurs qui sont dans ce schéma. Combien a coûté la LEPI au Bénin? Sur combien de temps devons-nous rembourser? Je ne connais pas la réponse. Parce que ceux qui ont fait la LEPI seuls savent combien ils ont bouffé là-dedans, combien ils ont dépensé. Donc, ils ne nous ont pas rendu compte de ce qu'ils ont dépensé. Cette question sur les machines agricoles, il a l'auditeur Victorien Kounoho qui voulait savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'en est-il désormais? Il n'en est rien. Il n'en est rien, pourtant ça avait tellement fait de bruit, c'est ce qu'il veut faire observer. Maintenant, il n'en est rien. Eh bien, nous allons poursuivre avec cette question, toujours de Daniel, je dis Daniel, de Darius Agbo. La question ne s'est pas encore affichée sur notre écran. Nous allons continuer alors avec d'autres préoccupations. Voler pour construire, disait Victorien Kounoho, par exemple, au sujet du député en prison. Je prends le volet participation à la construction du pays. Le collègue a beaucoup investi dans le social, il a beaucoup investi dans la formation des jeunes de ce pays, et je pense que la nation devrait lui être reconnaissante pour ça. Eh bien, nous arrivons presque au thème de cette émission à présent. Honorable Eric Mounete, si vous vous êtes donné de conclure, c'est d'ailleurs ce que je fais. Très bien, je voudrais remercier tous les auditeurs et pour leur contribution. Et je voudrais remercier pour toutes les questions qui nous sont posées. Ça nous permet aussi d'ouvrir un peu les yeux sur un certain nombre d'aspects que nous ne voyons pas dans notre action politique. Mais je pense qu'il y a lieu de saisir l'occasion, comme me le demandait un auditeur, pour attirer l'attention du gouvernement sur la malgouvernance généralisée qui s'installe dans le pays. On ne peut pas artificiellement fabriquer des crises pour organiser l'hémorragie financière des ressources publiques. On ne peut pas, on ne doit pas faire ça. La crise du coton se révèle aujourd'hui comme étant une crise organisée pour fragiliser les producteurs et pour s'en mettre plein les poches. Je ne justifie pas comment on peut sortir l'argent de l'État dans des conditions scabreuses, dans la nébuleuse, comme cela est fait, pour alimenter un certain nombre de copains au motif qu'ils vont livrer des engrais. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. On ne peut pas piétiner la misère du peuple comme celle-là, le peuple dans la misère comme celui-là. Deuxième élément, la liste électorale permanente informatisée doit être une liste acceptée de tous. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que tout le monde soit d'accord au départ. Il ne faut pas que les uns jouent au plus malin. Il ne faut pas que les uns jouent au plus intelligent.
Il ne faut pas que les uns croient que les autres viendront servir de faire valoir. L'Union fait la nation ne servira pas de faire valoir. Nous n'allons pas cautionner le faux. Donc, penser que nous allons être un décor dans un dispositif pour laisser faire le faux, l'UN ne sera pas dans ce chapitre. L'UN n'entre pas dans un gouvernement en déclin. Et on n'entre pas dans un gouvernement qu'on ne négocie pas. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être venu sur l'émission Cas Suitable. C'est donc